fez as apresentações que teria de ser feitas. Dou imediatamente a palavra à professeure Boucheras Rémy, au nom du doyen de la Faculté de Sciences juridiques, économiques et sociales d'Agadir, le professeur Mohamed Bouaziz. Professeur, la parole est à vous. Merci beaucoup, cher professeur. Permettez-moi avant toute chose de vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé à chaque fois que nous venons chez vous. Désolée, je ne parle pas portugais, mais je vais essayer de parler doucement pour que le message puisse passer. Donc, au nom du doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Agadir, M. Mohamed Bouaziz, je me permets de transmettre ce message d'abord à tous les organisateurs de cet événement, à commencer par M. le directeur de l'ISMAT, M. Rio, désolé si je ne prononce pas votre nom correctement, à M. le directeur des cours, M. Albert Samuel, à tous les collègues ici présents que nous avons eu l'occasion de voir à travers les activités que nous avons organisées avec vous, Madame Catalina Salgado, Madame Vanessa Mendez, Monsieur Fraga qui n'est pas là et surtout le professeur Mustafa Zekri qui est présent et qui était derrière toutes les initiatives et toutes les activités que nous avons eu l'occasion de préparer avec vous. C'est un honneur pour nous de venir avec mes collègues, le professeur Mohamed Acharat, Madame Loubnel Koulissi, qui sont membres de l'équipe de recherche EDETIC, c'est équipe de recherche en droit et technologie de l'information et de communication. D'abord, cette convention que nous avons établie avec vous depuis plus de 10 ans maintenant a donné fruit à beaucoup d'activités, à beaucoup de conférences mutuelles, donc entre les deux établissements, que ce soit au niveau de l'ISMAT ou bien au niveau de la faculté de droit d'Agadir. Ça s'est concrétisé aussi à travers les publications que nous avons eu l'occasion de faire dans le cadre de cette belle collaboration dans votre revue, et aussi à travers les échanges des étudiants et des professeurs qui sont venus chez vous, que vous avez si gentiment très bien accueillis, encadrés. Et donc, le retour était extraordinaire, que ce soit dans notre faculté, mais aussi à travers la formation qu'ils ont eu l'occasion d'avoir avec vous. Personnellement, je me sens, quand je viens toujours ici à Portimao, je me sens chez moi. C'est un deuxième pays, d'abord de par l'histoire et la culture qui nous unit, mais aussi par la gentillesse, l'accueil que vous nous réservez à chaque fois quand nous venons, et aussi à travers la pertinence et la qualité de l'enseignement et aussi la qualité des activités que vous organisez. Nous vous remercions chaleureusement de nous avoir donné l'occasion encore une fois cette année de venir partager cet événement autour d'un thème sur les droits des époux, sur le plan civil, en droit marocain et en droit portugais. C'est un peu la perpétuité des différents échanges que nous avons eus auparavant. Et ça nous permettra certainement de sortir avec des conclusions, des recommandations très intéressantes sur le plan du droit international privé aussi, de connaître un peu ce qui se passe dans les législations externes et aussi penser, pourquoi pas, faire une forme de conclusion commune et aider le législateur, que ce soit au Maroc ou ici, de trouver des solutions face à des conflits de loi qui peuvent survenir ou apparaître à travers ces thématiques. Donc, nous vous remercions beaucoup pour cette opportunité et je suis sûre que l'intérêt de cette conférence trouvera le fruit dans le débat qui vont suivre. Donc, je vous remercie au nom de Monsieur le Doyen et je vous souhaite une bonne continuation et bon courage pour la suite. Merci, professor. Cabe-me agora dizer umas palavras na qualidade de diretor do curso de Direito. Esta iniciativa, eu há bocado perguntava à professora Boucheras, eu penso que é a 6ª sessão que é feita em protocolo de intercâmbio com a Universidade de Agadir.
alternadamente corre uma em HD e uma cá. Temos tido o gosto de nos deslocarmos, mas esta iniciativa é apenas uma entre as várias que o curso de Direito tem promovido. O curso de Direito, um resumo para os nossos colegas marroquinos. Já lhe pergunto uma coisa sobre aquilo que disse, mas fica para daqui a bocadinho. Muito obrigado. E vou dar então, sem mais demora, a palavra à senhora professora Bouchage Denis, que é coordenatrice de l'équipe de recherche éthique et du master DPC e professeur de droit privé à la faculdade de Sciences Juridiques, Économiques et Sociales d'Agadir. Penso que perceberam, coordenador de uma equipa de investigação e de um mestrado e professora de Direito Privado na Faculdade de Ciências Jurídicas, Económicas e Sociais de Agadir. Vai-nos falar sobre les perspectives de l'union de fait au Maroc à la lumière du droit international privé, perspectiva da união de facto em Marrocos à luz do direito internacional privado. La parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je tiens à m'excuser parce que je ne suis pas très calée en portugais. Donc, je compte sur l'aide du professeur Mostafa Zikri qui va un peu me donner un coup de main pour traduire ce que je vais dire en portugais pour faciliter un peu la compréhension à l'auditoire. Donc, c'est vrai, comme ce qui a été évoqué par le professeur Alberto, ma communication va porter sur l'union de fait en droit interne et international marocain, l'état des lieux et les perspectives. Alors, pour commencer, il faut savoir que le droit de la famille au Maroc, il est basé sur les préceptes de la religion. Donc, l'inspiration justement de toute réforme et toute législation, elle trouve son origine dans la religion musulmane. Donc, si on aborde cette thématique, donc bien sûr, on va droit à ce qu'on appelle l'ordre public interne. Donc, toute violation à l'ordre public interne peut entraîner bien sûr des conséquences. Je vais commencer ma communication par aborder une citation d'un écrivain français qui s'appelle Albert Camus, que vous connaissez certainement à travers ses écrits, qui a dit qu'il n'y a pas d'ordre sans justice et l'ordre idéal des peuples réside dans le bonheur. C'est vrai que l'ordre public, c'est une notion qui est très difficile à saisir, c'est une notion qui est très évolutive à travers l'évolution des sociétés, les mœurs, la conjoncture. En fait, l'ordre public, c'est le reflet de la société à une période donnée, donc qui est très changeante. On a connu certaines réformes en droit marocain, en droit de la famille notamment, mais on n'est pas arrivé justement à placer les préceptes de l'ordre public en matière de droit de la famille similaires à ceux qui se passent par exemple en France ou en Portugal ou ailleurs. Alors la question de l'ordre public international, comme vous le savez, il a de tous les temps suscité un intérêt particulier au droit international privé d'un point de vue unanime. C'est une notion qui est très difficile à saisir puisqu'elle a pour effet d'éliminer toute règle de droit étranger qui entraînerait une situation contraire aux droits fondamentaux et au droit national, ou une loi étrangère susceptible d'heurter les règles du droit interne. D'autant plus que la notion d'ordre public, c'est le reflet juridique d'un moment donné, d'une société en perpétuelle mutation, et son domaine évolue en fonction de la conception politique, économique, religieuse, sociale, qui apprennent l'esprit de la loi en fonction de l'époque. Certes, l'histoire des relations entre le monde musulman et les États laïques apparaît comme une longue suite d'affrontements sur le plan politique, économique, idéologique. Naturellement, cette dimension conflictuelle se manifeste également en droit international privé, dépassant la simple notion technique de conflit de loi. Il s'agit plutôt d'une confrontation entre deux civilisations, souvent antinomiques, voire antagonistes,
Et dans cet espace où se rencontrent deux mondes si différents, la coordination des systèmes juridiques chers à certains courants internationalistes s'avère particulièrement ardue. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne le statut personnel, domaine où se manifeste la spécificité de chaque peuple ou communauté plus vaste telle que l'islam. On avait traditionnellement admis que l'organisation de la famille telle qu'elle avait été édictée par le législateur était d'ordre public et qu'on pouvait y déroger par des conventions particulières. Même si la volonté de l'individu joue un rôle important, tel que le consentement de chacun des époux lorsqu'ils se marient, cette volonté n'exprime qu'une adhésion à un cadre légal qui en détermine les effets juridiques, qui est le modèle bon pour tous. Ce schéma, qui fut longtemps celui de nombreuses législations, est loin de correspondre à la réalité d'aujourd'hui. Nous aurons l'occasion certainement de constater que si l'ordre public de direction se maintient dans les pays relevant d'un droit religieux, il marque un recul dans certains pays soumis à un ordre laïque ou un droit laïque. Mais ce n'est pas à dire que l'ordre public disparaît. On constate en effet l'émergence d'un nouvel ordre public familial, le plus souvent de protection, mais à contenu variable. Protection de la personne, protection des époux, protection de l'enfant, protection du consentement, multiplicité d'ordres qui tantôt se coupent ou se recoupent, tantôt entrent en conflit, de sorte que l'on peut avoir a priori l'impression de partir à l'aventure dans un ordre un peu dispersé. Nous essaierons d'éclaircir cette question en examinant en premier la place occupée par l'ordre public dans le mariage avec un contrat. Ensuite, on va le voir dans le cadre des unions de fait. Alors, en effet, il serait approprié de commencer par aborder la question du mariage, cette institution légale sur laquelle repose la fondation familiale. C'est certainement l'acte où l'influence de l'ordre public est la plus perceptible, notamment en termes de stabilité, de durabilité. On pourrait même dire hors mariage, point de salut. Le concubinage, en revanche, est considéré comme une simple situation de fait, longtemps désapprouvée socialement. Cependant, de nos jours, dans de nombreux pays, le nombre de mariages est en constante diminution, tandis que celui des unions de fait ne cesse d'augmenter, suscitant ainsi des débats sur la nécessité de leur accorder un statut juridique. On va commencer d'abord par le premier point, qui est donc l'ordre public dans le cadre du mariage. L'ordre public dans le mariage fait référence à l'ensemble des valeurs, principes et règles essentielles à la société qui sont considérés comme fondamentaux pour la structure et la stabilité de l'institution maritale. Il englobe les normes sociales, morales et juridiques qui régissent le mariage et qui sont jugées indispensables au bon fonctionnement de la société. Ces éléments peuvent inclure les aspects tels que la protection des droits des conjoints et des enfants, ainsi que la promotion de la stabilité familiale. Ensemble, l'ordre public dans le mariage reflète les valeurs collectives et les intérêts généraux de la société en ce qui concerne cette institution fondamentale. Dans le droit de tous les pays, nous retrouvons ainsi des règles semblables d'ordre public, avec quelques variantes relativement aux empêchements du mariage, consentement, l'âge, la parenté, mais on ne va pas s'y attarder longtemps. En revanche, l'introduction de l'institution du mariage pour les couples homosexuels soulève des questions liées directement à l'ordre public et l'ensemble des valeurs, des principes fondamentaux de la société. Alors, l'inclusion du mariage homosexuel dans l'ordre public juridique peut être perçue comme un changement ou une évolution des normes sociales et morales qui régissent traditionnellement le mariage. On citera l'exemple de certains pays tels que les Pays-Bas, la Belgique, le Canada, l'Espagne et bien d'autres qui ont légalisé le mariage homosexuel, reconnaissant ainsi juridiquement ces unions au même titre que les mariages hétérosexuels. Ainsi, l'acceptation du mariage entre personnes du même sexe peut être interprétée comme une manifestation de la reconnaissance et de la protection des droits et libertés individuelles, ainsi que la légalité devant la loi.
Cela peut inclure aussi des droits liés à l'adoption, à la pension, à la réversion, à la sécurité sociale et d'autres avantages légaux. Cependant, cette évolution peut également susciter des débats et des controverses au sein même de la société. Certains peuvent considérer que cela remet en question les valeurs traditionnelles et l'ordre établi naturellement. En fin de compte, la manière dont la société aborde et intègre le mariage des couples homosexuels dans son ordre public reflète des valeurs évolutives et son engagement envers l'égalité et la justice. Au Maroc, le mariage plutôt homosexuel n'est pas légal. Et il est en fait explicitement interdit par la loi. La relation sexuelle entre personnes du même sexe sont considérées comme une violation de l'ordre public et sont criminalisées en vertu de l'article 489 du Code pénal marocain. Cet article stipule que les actes licencieux ou contre nature avec un individu du même sexe sont passibles de peine de prison allant jusqu'à 3 ans, ainsi que des amendes telles qu'il a été stipulé par une jurisprudence dans une petite ville au Maroc qui s'appelle Ksar Kbir, où il y avait des jeunes qui célébraient un mariage entre 2 hommes et qu'ils ont médiatisé cette célébration à travers les réseaux sociaux. Et par la suite, ils ont été justement condamnés pour cette manifestation. En conséquence, toute tentative de contracter un mariage homosexuel serait non seulement invalide sur le plan juridique, mais pourrait également entraîner des sanctions pénales pour les personnes impliquées. En revanche, la société marocaine est profondément conservatrice sur les questions de sexualité et d'orientation sexuelle. On arrive au deuxième point qui est donc la place de l'ordre public dans les unions de fait, ce qu'on appelle communément le concubinage. Alors, le concubinage désigne une relation de couple dans laquelle 2 personnes vivent ensemble comme conjoints sans être légalement mariés. C'est une forme d'union libre où les partenaires partagent généralement un domicile et même mènent une vie commune sans formalité légale de mariage. Le concubinage peut impliquer des aspects émotionnels, financiers et familiaux similaires à ceux du mariage, mais il n'est pas reconnu comme tel par la loi. Contrairement au PACS, qui est un contrat conclu entre 2 personnes majeures de sexe différent ou du même sexe afin d'organiser la vie commune. Alors, le PACS, il a été institué en 1999, donc en France, dans un cadre juridique où les couples qui ne souhaitent pas se marier, mais qui désirent officialiser leur relation et bénéficier de certains droits et devoirs similaires à ceux du couple marié. Alors, parmi les éléments que vous devez connaître certainement du PACS, d'abord la liberté contractuelle. Alors, les partenaires concluent un contrat du PACS devant un notaire ou auprès d'un officier d'état civil. Alors, ce contrat définit les modalités de leur vie commune, telles que la gestion des biens, la solidarité financière et responsabilité envers les enfants éventuels. Deuxièmement, concernant les effets juridiques que peut procurer donc, le PACS, surtout au niveau des effets par rapport aux partenaires, certains droits et devoirs, notamment en matière de logement, d'impôts, de protection sociale, de succession et représentation mutuelle. Par exemple, les partenaires pacsés peuvent bénéficier d'une imposition commune sur le revenu et les droits de succession réduits en cas de décès de l'un des partenaires. Alors, troisième élément, c'est la résiliation. Alors, le PACS peut être résilié par consentement mutuel des partenaires, donc unilatéralement, ou l'un des deux, par déclaration conjointe devant un notaire ou auprès d'un officier d'état civil. Alors, la dissolution du PACS peut également résulter du mariage de l'un des époux ou bien le décès de l'un des époux. Quatrième point, ou quatrième élément concernant le PACS, c'est la protection sociale. Alors, le PACS couvre ou ouvre droit à certains avantages sociaux et fiscaux par les partenaires, tels que l'assurance maladie, la couverture sociale, dans la mesure où ils remplissent les conditions requises par la législation en vigueur. Enfin,
la reconnaissance ou la non-reconnaissance du PACS à l'étranger. Comme vous le savez, c'est un contrat qui se fait dans un territoire déterminé. Donc, bien que de nombreux pays aient adopté les dispositifs similaires au PACS, ce dernier n'est pas toujours reconnu à l'étranger. Il est donc conseillé aux partenaires PACSés de se renseigner sur les conséquences de leur PACS dans les pays où ils résident et envisagent de résider. D'ailleurs, ça s'est passé une jurisprudence au Maroc où il y avait un couple de personnes homosexuelles qui ont pacsé à l'étranger et qui sont venus s'installer au Maroc. L'un des époux est décédé et l'autre, il voulait récupérer l'héritage, donc il était un appartement qui se situait au Maroc. Donc, comme le Maroc ne reconnaît pas le PACS en tant qu'institution, donc il devait trouver une solution, d'autant plus que c'est le tribunal de première instance du domicile où se trouvaient les deux époux qui a été saisi. Alors, par une jurisprudence miraculeuse, le juge a décidé de ne pas reconnaître le PACS, le contrat, mais il a reconnu les effets produits de ce contrat. Donc, il a pu attribuer donc, le domicile au conjoint qui est resté vivant. Donc, c'est parmi les astuces et les déviations du droit international privé. Alors, au Maroc, par le passé jusqu'à nos jours, il faut savoir qu'il existait des mariages non officiels. Elles perdurent dans certaines régions, parce que, comme je vous ai dit, le mariage au Maroc, il a toujours suivi les préceptes de la religion. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de contrat de mariage. Il y avait juste l'union à travers la lecture d'un verset coranique qu'on appelle la Fatiha. Donc, et à partir de là, les personnes pouvaient vivre leur vie commune en tant que mariées. Donc, c'est une forme de concubinage approuvée par la religion, juste pour comprendre le dilemme qui existe entre le contrat de mariage qu'on connaît actuellement et ce qui se passait avant et ce qu'on condamne actuellement. Alors, dans certaines régions, donc cela s'explique par le fait que les époux se contentent de réciter la Fatiha sans avoir recours au service des adultes. Alors, les adultes, c'est qui? Ce sont des agents assermentés par l'État marocain et qui peuvent conclure le mariage religieux. C'est des notaires, on va dire, mais qui n'ont pas suivi la même formation des notaires, donc pour légitimer le contrat de mariage. Alors, leur entourage savait qu'il était lié par les liens du mariage et cela ne posait aucun problème à ce niveau. Néanmoins, la non-officialisation du mariage pose un problème sur le plan successoral en raison de l'impossibilité d'établir la filiation des descendants parce que ces derniers sont considérés comme illégitimes aux yeux de la loi. Alors, il est important de noter que la perception du concubinage peut varier d'une communauté à une autre et que les attitudes à son égard peuvent évoluer au fil du temps en fonction des changements sociaux. Il faut savoir que la perception de l'union de fait dans les grandes villes au Maroc n'est pas celle dans les régions un peu reculées, parce qu'il y a une évolution sociale. Sauf qu'il est plus toléré dans les grandes villes. Donc, on sait qu'il y a des personnes qui vivent en concubinage, mais du moment qu'ils ne provoquent pas de troubles au niveau de l'ordre public, donc tout le monde se tait et personne ne dit rien. Mais le jour où ils posent un problème, donc ils sont condamnés, ils sont condamnables. Donc, il est important de noter que la perception du concubinage peut varier d'une communauté à une autre et que les attitudes à son égard peuvent évoluer au fil du temps en fonction des changements sociaux, culturels, bien sûr, législatifs. Cependant, dans le contexte actuel du Maroc, le concubinage reste généralement associé à des questions d'ordre public moral et peut être considéré comme une pratique non conforme et non sociale par rapport à la perception religieuse dominante qui existe actuellement. En effet, selon l'article 490 du Code pénal, sont punis de l'emprisonnement d'1 mois à 1 an toute personne de sexe différent qui, n'étant pas unie par les liens du mariage, entre elles des relations sexuelles. Le concubinage au Maroc se trouve donc à la croisée de la légalité et de l'interdiction, influencé par les lois en vigueur, les normes sociales et les débats sur les droits individuels. Il y a eu beaucoup de débats
Donc, sur cette question au Maroc, notamment actuellement, parce qu'ils sont en préparation d'un nouveau code de la famille, notamment où certains courants parlent de la protection des libertés individuelles, où il faut revoir cette question. Donc, il y a des associations qui militent pour la protection des droits individuels qui ont abordé justement ce sujet. Alors, malgré l'interdiction légale, le Maroc connaît des débats croissants et la nécessité d'adapter les lois aux réalités contemporaines. Alors, on va voir le mouvement pour les droits humains. Alors, des organisations de défense des droits humains et des groupes féministes plaident pour une dépénalisation des relations sexuelles consensuelles entre adultes non mariés. Ils estiment que la criminalisation du concubinage est une atteinte aux libertés individuelles, est un obstacle à l'égalité des sexes. Alors, par rapport aux changements et pratiques sociales dans les grandes villes, comme j'ai dit, et parmi les jeunes générations, les attitudes envers le concubinage tendent à devenir beaucoup plus libérales, bien que cela ne se traduise pas encore par des changements législatifs significatifs. Alors, pour conclure, je ne vais pas trop m'étaler pour vous laisser le temps de poser des questions par la suite. Je tiens à dire que le concubinage ou les unions de fait au Maroc demeurent illégales et socialement désapprouvées en raison de l'influence des normes religieuses et culturelles. Cependant, les dynamiques sociales évoluent et les débats sur les droits individuels et la modernisation des lois continuent à accroître. La tension entre légalité et interdiction du concubinage reflète des défis plus larges auxquels le Maroc est confronté actuellement dans sa transition entre tradition et modernité. Et je vous remercie. Será que a existência da união, de facto, de filho ou filhos comuns altera, de alguma forma, do ponto de vista jurídico, a relação, por exemplo, em termos de herança, ou de direito sucessório, esse tipo de coisas? Filhos de... Portanto, há uma união de facto, não são casados, têm filhos. Direitos sucessórios. São idênticos aos do casamento? Ou não? Muito obrigada pela questão. Não existem efeitos sucessórios da união de facto. Podem existir efeitos sucessórios para os filhos resultantes da união de facto. Isso com certeza, por isso é que eu estava a tentar perceber o aspecto da questão. Não existe a ideia, deixou de existir a ideia de filhos legítimos e ilegítimos, como aqui a Madame Justrá referiu, mas, e portanto, os filhos têm o princípio de igualdade, não é? Dentro do casamento, fora do casamento, seja qual for a relação, mas não existem efeitos sucessórios. Mas isso é aqui um ponto da doutora Vanessa Domendes, portanto, que eu não entrei. Então, senhor, se faz favor. Ok. Je veux vous remercier pour votre explanation de la réalité marocaine aujourd'hui. De ces jours et j'aimerais faire une petite conclusion, si vous me permettez, sur votre explanation. C'est très intéressant. Regardez la façon comme vous mélangez des réalités tout à fait différentes et tout un pays comme le Maroc. C'était un petit peu difficile ici au Portugal de faire le même parce que notre réalité, il ne reconnaît pas la religion avec la force que vous avez. Par contre, le valeur de la famille, ce que j'ai senti, ce que je sens, c'est que c'est très valorisé chez vous. Par contre, et je suis très... C'est très intéressant de savoir que vous commencez à regarder la valorisation de la personne humaine et sa volonté de développement de la personne humaine. Je sens que c'est un commencement d'un long chemin pour le respect que je sens que c'est nécessaire. Et je termine parce que
vous avez terminé avec les valeurs de la personne humaine. Et je pense que c'est dans ces cadres que la réalité devient possible. Parce que la prohibition du mariage entre des couples homosexuels, c'est pas... je sens que c'est très difficile par la tradition des valeurs du Maroc, mais il fait que devienne possible une modification de la réalité, parce que je pense que c'est impossible de fermer cette porte. C'est ce que je sens et c'est tout. Merci. Merci beaucoup. Je pense que le professeur a très bien conclu et très bien analysé un peu mon intervention, qui comporte deux volets. D'un côté, ce qui est existant, ce que le Maroc connaît en tant que droit, législation, et ce que la société et les pratiques de la société font que c'est vrai que la notion de la famille, elle est très, très protégée chez nous, de par, bien sûr, la loi et de par les traditions dont vous avez parlé, des traditions ancestrales qui se répètent et qui se transmettent de génération en génération, parce que même des jeunes, maintenant, ils préservent encore cette notion de la famille. Cela dit, l'évolution aussi des mœurs font que maintenant, on retrouve certaines pratiques où les personnes doivent se sentir quelque part protégées. Parce que même récemment, dans les discours prononcés par les ministres de la Justice actuellement au Maroc, ils protègent la notion de la protection des libertés individuelles qu'il faut ancrer dans la législation actuelle. Donc, il ne faut pas toujours fermer cette porte, parce que maintenant, on reconnaît que les jeunes, maintenant, se fréquentent, ils s'installent ensemble, ils se fréquentent avant le mariage, donc ils peuvent passer un certain temps dans le même domicile ensemble. Donc, ça serait un peu aberrant de les condamner parce qu'ils pratiquent une relation tout à fait libre et consensuelle, d'autant plus que c'est des majeurs, des gens majeurs vaccinés. Donc, ça serait un peu aberrant et insensé de les condamner, alors que c'est leur propre volonté de se mettre ensemble, et ça ne peut pas créer un trouble quelque part psychologique. La peur, à ce niveau qui se fait, c'est par rapport aux enfants qui vont naître de cette union. Parce que pour l'instant, on n'a pas une vraie protection par rapport aux enfants qui sont nés hors mariage, parce qu'ils sont considérés comme illégitimes, donc ils n'ont aucune protection par rapport à la loi. Donc c'est un peu difficile de jongler avec ces deux conceptions. Mais je pense que l'évolution des lois se fait très lentement chez nous, mais en fonction de l'évolution des mœurs et des mentalités. Merci beaucoup. Muito obrigado. Não sei se alguém mais tem pergunta. Quer fazer uma pergunta à sua professora Catarina Salgado, faz favor. Excusez-moi, mais je vais demander à M. Moustapha pour faire la traduction. C'est facile pour moi. Duas questões. A primeira, ter em conta a posição sobre a questão da ordem pública, o posicionamento a nível da ordem pública, do direito internacional popular, invocando a ordem pública para negar a questão da união de facto. A pergunta é se não será a mesma questão que nós, por exemplo, tivemos ao nível da poligamia, quando, e essa questão colocou-se recentemente a propósito dos refugiados, quando foi preciso dizer aos refugiados para trazerem a sua mulher, e às vezes os refugiados não tinham uma mulher, mas tinham várias mulheres, e a questão era saber qual delas, eles só podiam escolher uma, qual delas podiam escolher. Portanto, se a questão não era a mesma, no fundo nós também tivemos um problema de ordem pública do ponto de vista do direito internacional primário. A segunda, posso? Eu também tenho a minha. Não. É melhor. A segunda questão é se,
quando refere, a professora Moscardo referiu que na prática a união de facto é admitida apenas quando a religião, mais ou menos isto, fiz uma tradução, apenas quando a religião está na sua base, basicamente isto. Portanto, neste caso seria uma espécie de casamento religioso, mas não civil, não é? Não havia efeitos administrativos como o professor estava a referir. A pergunta é, se o problema não é a união de facto, mas sim a fonte de direito. Obrigada. Muito obrigado. Eu vou usar o privilégio de estar aqui para fazer duas perguntas e eu queria perguntar se mais alguém, a não ser que mais alguém tenha, temos que passar ao painel seguinte. Muito bem. São duas perguntas, uma em português para a professora Catarina Salgado. Eu orientei recentemente uma dissertação de mestrado sobre uma coisa que aqui foi dito que não existia, que é os efeitos jurídicos sucessórios da união de facto. A minha pergunta é assim, esse mestrando, que se graduou com uma alta classificação e fez uma dissertação muito interessante, apesar de ter sido eu o orientador, foi interessante, esse mestrando advogava qualquer coisa como, não era bem uma oficialização da união de facto, mas era uma união de facto que produziria efeitos designadamente sucessórios, ou mesmo que não fossem sucessórios, de natureza patrimonial. Se a união de facto produzir efeitos de natureza patrimonial, como é que uma pessoa foge disso? Se salta para o casamento, salta da frigideira para o lume. Como é que se escapa a isto? Se eu não quiser viver com uma pessoa em condições análogas às dos cônjuges e não quiser produzir efeitos patrimoniais nenhum, por razões várias, ou sou obrigado a casar-me e separar os bens, não faz um bocadinho confusão. À la professeure Boucherat, je voulais demander si deux citoyens portugais du même sexe se marient au Portugal, quels sont les effets qui se produisent au Maroc s'ils vont vivre là? Agora não sei se a professora quer traduzir. Alors, professeur Catarina a fait deux questions. La première, en considérant la question de l'ordre public pour les débats sur les liens de mariage au Maroc, ça ne serait pas un peu comme... ça ne serait pas un peu la même chose qui se passe ici au Portugal sur la question de la polygamie. Voilà, donc, parce que ça pose un problème d'ordre public. La deuxième question, en pratique, au Maroc, il y a l'union de fait. Donc, si le professeur Catarina se pose la question, est-ce que le problème est dans ce type de lien ou bien c'est un problème de droit? Alors, je commence par le professeur Alberto. Après, je réponds à madame le professeur Catalina. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de couples homosexuels qui s'installent maintenant au Maroc. Bien sûr, toute question de droit de la famille, elle reste une question territoriale, donc de la loi interne. Alors, au Maroc, il y a des couples qui se marient, des couples juifs, des couples catholiques. Donc, leur reconnaissance se fait bien sûr dans leur propre législation. Il n'a pas d'effet sur nous puisqu'ils sont reconnus que dans leur propre religion ou dans leur propre pays. Maintenant, le fait de venir s'installer, ça implique bien sûr l'installation, mais sur le plan civil, etc. Donc, ils n'ont aucun problème. Mais sur le plan de la famille, bien sûr, ça engendre des situations, s'ils ont des biens communs, par exemple, au Maroc, donc où un problème se pose, puisque le bien immobilier ou mobilier se trouve au Maroc. Donc, j'ai cité la jurisprudence tout à l'heure de Casablanca, de la personne qui devait récupérer justement son bien.
Donc, le juge, il devait impérativement trouver une solution à travers une jurisprudence pour justement transférer le bien à la personne qui est restée donc vivante. Alors, selon la loi étrangère ou la loi où il a été célébré le Pax, donc c'est tout à fait légal que le conjoint puisse hériter de son conjoint. Au Maroc, c'est pas possible, puisque justement, on ne reconnaît pas le Pax, mais ils ont fait une jurisprudence pour pouvoir justement transmettre le bien donc à la personne donc, qui est restée vivante. Donc il y a toujours une solution dans le droit international privé, que ce soit à travers la jurisprudence ou bien à travers une convention donc passée entre les pays. Là, je viens à la question que Madame Catalina a posée par rapport à la répudiation. C'est vrai, depuis très longtemps, la répudiation, elle posait un problème très important, notamment dans les pays européens, puisqu'il y a beaucoup de Marocains qui s'installent. Et dans de nombreuses situations, on trouve que la personne ou les conjoints ont contracté donc plusieurs mariages avec 2 ou 3 femmes. Et donc, c'est une question qui est tout à fait contraire à l'ordre public, notamment européen, que ce soit au Portugal, en France. Alors, avec la France, il y a eu la conclusion de la Convention franco-marocaine de 1981, où les 2 pays, ils ont conclu un nouveau engagement dans lequel ils ont épargné toutes les questions d'ordre public, notamment la répudiation, justement, désormais, avant la réforme de 2004. Donc, les personnes qui se trouvaient dans une situation de répudiation, donc ils ne pouvaient pas bénéficier du jugement d'exéquatur des jugements, c'est-à-dire la reconnaissance de cette répudiation sur le territoire français. Il faut que, justement, cette procédure se passe à travers le tribunal marocain. Donc, il faut qu'il y ait un jugement. Et le jugement, ça suppose la présence de 2 personnes. C'est une procédure contradictoire, donc la présence des 2 parties. Donc, automatiquement, cette question elle a été définitivement résolue à travers cette convention. Donc, maintenant, il n'y a plus aucun souci. Et justement, à travers la réforme de 2004 du Code de la famille, il n'y a pratiquement plus de répudiation au Maroc, puisque tous les jugements de divorce se passent automatiquement maintenant par le tribunal. Donc, il y a eu la procédure Chekariak maintenant. Juste un petit... Parce que la répudiation, c'est le fait de répudier sa femme ou son mari. Juste un petit détail en ce qui concerne la première question de professeur Catalina. Elle a donné l'exemple des réfugiés, par exemple, que le Portugal reçoit. Oui. Généralement, ce sont des réfugiés du Moyen-Orient qui, aux pays musulmans, où la polygamie est autorisée, et quand ils sont autorisés au Portugal pour faire venir leur épouse, se pose la question, ils doivent donner le nom d'une seule épouse. Oui, Et les autres. Oui, justement, ce problème, il s'est posé non seulement au Portugal, mais dans d'autres pays qui recevaient beaucoup de réfugiés. Moi, je me rappelle parce que je vivais en France à l'époque, il y avait des personnes, justement, qui contractaient plusieurs cas de mariage qui étaient contraires à l'ordre public français. Donc, il fallait que le juge français décide quoi faire. Donc, je me suis rendu compte qu'à travers plusieurs cas de jurisprudence où le juge il n'a pas reconnu ces mariages, mais il a reconnu aussi les effets de ce mariage, c'est-à-dire les enfants qui sont nés à la suite de cette union pour leur accorder la possibilité de venir en France et de faire leurs papiers, etc. Donc, en fait, l'union dans le cadre de la polygamie n'est pas reconnue, mais parfois le juge il était dans l'obligation de ne pas léser les enfants nés de cette union polygame et d'accorder donc la reconnaissance à ces enfants pour qu'ils ne soient pas marginalisés. Maintenant, la polygamie en elle-même, bien sûr, elle est contraire à l'ordre public européen, on va dire, dans l'ensemble, que ce soit ici au Portugal qu'en France. Não sei se esta informação poderá ajudar, mas... Que já são conclusões, mas... Sim, está bem.
Então, em relação às respostas da professora Buxrá, relativamente às perguntas, a primeira resposta, a professora Buxrá considera que a questão da ordem pública, com a noção contraditória de alguns contextos, nomeadamente no contexto português, que não aceita a questão da poligamia, ela falou de duas coisas. Falou primeiro da questão do divórcio. Falou primeiro da questão do divórcio. Sim, do repúdio e dando o exemplo da legislação francesa relativamente a casos de casais marroquinos. A legislação francesa, neste caso, evidentemente, reconhece o repúdio, mas e reconhece os efeitos também donc, la loi française a reconnu les effets du divorce. E então é uma questão que tem que passar necessariamente pelo tribunal para ser resolvida, mas a legislação francesa reconhece os efeitos. Depois, a mesma coisa em relação à questão da poligamia, no caso de um senhor muçulmano no seu país, no caso de Marrocos, casado com mais do que uma mulher, coisa reconhecida pela legislação marroquina, mas não reconhecida pela legislação francesa. O que acontece é que a legislação francesa reconhece só uma esposa e as outras não são reconhecidas. E reconhece também o efeito deste casamento, mas só em relação aos filhos. O senhor pode trazer os seus filhos de forma legal ao território francês, mesmo sendo filhos de outras mulheres, mas não pode trazer mais do que uma mulher no território francês. Em relação à segunda questão da união de facto, será um problema realmente de união de facto de direito. Je pense. Il y avait une question que Si. est-ce que la conviction c'est de droit ou d'éthique, source de droit ou de religion? Oui, c'est le problème de l'union, ou de leur source de droit. De droit. Alors, je pense que c'est une question assez philosophique et sociale, puisque la source, c'est le droit, et le droit, il émane de la religion. Donc, quelque part, la source, c'est la religion. Maintenant, est-ce que la conception actuelle sociale au Maroc va dans ce sens? Je pense que oui. La plupart, ils défendent les fondements de la famille telle qu'on l'a conçue naturellement avec ses préceptes. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une évolution des mœurs, une évolution de l'éducation, une évolution qui va dans le sens de l'ouverture et de la protection des libertés individuelles, qui font que maintenant, certains couples conçoivent leur union autrement qu'il y a un peu de recul par rapport au mariage contracté. Maintenant, les couples vivent dans une forme d'union pré-mariage pour se connaître, etc. Il y a beaucoup de couples qui vivent ensemble maintenant sans être mariés. Maintenant, la pratique, elle est condamnable si on le voit d'un point de vue juridique. Merci, professeur. Le professeur Kep a posé une question. Obrigada. Não é de todo isso, e eu tentei demonstrar
que não era, mas vou resumir a razão de ser. É que, de facto, não podemos ignorar que existe uma figura que é a separação judicial de pessoas e bens. Mal ou bem, e eu acho que há uma função, há uma razão para que essa situação exista. E eu apontei aqui duas razões, que me parecem ser as razões acertadas. Pode haver outra razão qualquer, ou podem estas não serem as melhores. Uma delas é as pessoas ainda poderem reverter a situação, e, portanto, isto permite que a pessoa não ande aqui a divorciar-se e casar-se ao mesmo tempo, como fez Elizabeth Taylor e o Richard Burton, não é? Que se casaram 7 vezes um com o outro. E, portanto, é evitar problemas administrativos e essas coisas que não têm interesse para nada. E a outra é uma situação de impasse pré-divórcio, em que sabemos que muitas vezes as pessoas já estão em litígio, estão em situações menos simpáticas e depois uns começam a fazer dívidas e tudo, e o outro é que paga porque ainda está casado. Ora, as pessoas já não estão em projeto de vida comum, portanto já não vivem junto. Na poligamia, creio eu, agora estou a falar de uma realidade que não é minha, não é do meu ordenamento jurídico, mas na poligamia, apesar de ser estranho para o mundo ocidental, o que é certo é que, seja uma poligamia ou como se diz do lado das mulheres, também é um nome, poliandria, existe a vida, um projeto de vida em comum com cada um dos casos, com cada um dos homens ou com cada uma das mulheres. Esse projeto de vida, no caso da separação judicial de pessoas e bens, já não é para existir. É um estádio que está latente, seja para andar para a frente no divórcio, seja andar para trás para ficar casado. Muito obrigado. Eu gostava muito de prolongar o debate. Queria agradecer muito. Isto mostra o grande interesse que esta conferência e estas intervenções suscitaram. Je remercie la professeure Bouchra e la professeure Catarina Salgado. E dou por encerrado este painel e passávamos ao próximo.